moi je voudrais faire quelques rappels, en commençant par un premier rappel. Il faut garder en permanence à l'esprit que le système actuel de l'Union européenne a pour but essentiel d'empêcher les États membres de mener des politiques économiques et sociales, mais également maintenant de protection de l'environnement, favorables à l'intérêt des populations. Ça, c'est la boussole. Il faut avoir en permanence, en arrière-plan, cette compréhension de l'essence de l'Union européenne. Ce système, en effet, a été mis en place par des agents des classes dominantes européennes, mais aussi avec l'appui des États-Unis, pour servir leurs intérêts grâce à des politiques systématiquement néolibérales qui ont imbibé tous les traités et particulièrement le traité constitutionnel européen sur lequel je redirai un petit mot. Alors ce système de l'Union européenne, selon ses objectifs, contrairement à ce que les gens pensent souvent, il a très bien fonctionné pendant des décennies. Il a permis le maintien d'un très haut niveau de chômage, une pression constante sur les salaires. Il a contribué à l'augmentation des inégalités entre pays et entre les catégories sociales à l'intérieur de chaque pays. Il a permis d'affaiblir considérablement les services publics. Il a laissé faire les grandes entreprises polluantes et antisociales. Il a accéléré la désindustrialisation de pays comme la France et les États-Unis. Donc, succès phénoménal, puisque tel était l'objectif véritable du système. Donc ça a fonctionné. Deuxième rappel, à la fin des années 1990, les oligarques européens ont commencé à avoir quelques motifs de préoccupation et même d'inquiétude. En effet, les peuples des États membres prenaient conscience, peu à peu, que le système de l'Union européenne, au lieu de résoudre les problèmes économiques et sociaux comme ils le croyaient, en toute bonne foi, et environnementaux, démocratiques, ne faisait que les aggraver. Malgré la signature de l'acte unique en 1986 et l'Europe des 15 en 1995, le système semble à bout de souffle dès cette époque. Pourtant, en janvier 1985, le socialiste en peau de lapin, Jacques Delors, était devenu le nouveau président de la Commission européenne. Comme avec les plans de rigueur qu'il avait déclenchés en France en 1982-83, il a cette fois-ci la même mission, en fait, qui est de relancer le processus européen vers un grand marché intérieur, sans frontières, et de réaliser l'Europe politique. Dans son livre blanc qui s'intitule « Sur l'achèvement du marché intérieur », présenté au Conseil européen de Milan en juin 1985, Jacques Delors précise sa volonté d'éliminer tous les contrôles aux frontières à l'intérieur de ce qui s'appelait à l'époque la Communauté économique européenne pour relancer la croissance économique, comme s'il y avait une corrélation positive entre l'ouverture de tout cela et la croissance économique. Il voulait créer un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Avant d'arriver à cette étape, les États membres avaient accepté de retirer toutes les restrictions sur les mouvements de capitaux, et c'est la gauche, le Parti socialiste, qui l'a fait avec les résultats que l'on connaît. Les 4 libertés, comme on les appelle à Bruxelles, en réalité n'ont provoqué aucune amélioration de la situation économique et sociale, et on peut dire que c'est même exactement l'inverse. Troisième rappel, s'était ajouté sur le plan politique la ratification du traité de Maastricht en 1992, qui s'était opéré difficilement. Déjà à cette époque, c'était difficile pour eux. Un référendum au Danemark avait rejeté le traité. Des difficultés inattendues s'étaient présentées au Royaume-Uni et en Allemagne.
Et pour couronner le tout, le référendum en France en 1992 n'avait donné qu'une victoire étriquée en faveur du oui, avec seulement 51,05%. Le traité de Maastricht voulait dépasser l'objectif économique initial, qui était de réaliser un marché commun pour donner au système de l'Union européenne une vocation politique et intégrer les pays d'Europe centrale et orientale, les PECO, après l'explosion de l'URSS. Il y avait un enjeu majeur à cette époque avec l'ex-URSS et les pays autour. C'est dans ce traité qu'est prise la décision de créer une monnaie unique le 1er janvier 1999 sous l'égide d'une banque centrale européenne et donc la disparition, cette fois-ci totale, de la souveraineté monétaire. Avec le traité de Maastricht, les compétences communautaires sont étendues à de nouveaux domaines, l'éducation, la formation professionnelle, la culture, la santé publique, la protection des consommateurs, les réseaux transeuropéens et la politique industrielle. Avec 20 ans de recul, on peut voir combien l'entreprise de destruction économique, sociale, démocratique, menée systématiquement et avec persévérance par le système de l'Union européenne, avec le sadomonétarisme qui est l'euro, représente, pour chacun des domaines qui viennent d'être évoqués, a été efficace. Sur tous ces domaines, l'école, la culture, la santé, la politique industrielle, ils ont cassé dans la plupart des pays. Mais c'est une efficacité à l'envers, puisqu'elle est elle s'est faite au détriment des peuples. Quatrième rappel, les résultats des élections au Parlement européen sont de plus en plus mauvais. Les premières élections européennes, avec guillemets à élection, bien sûr, parce que cette farce ne peut pas être considérée comme une véritable élection, donc en 1979, ont un taux d'abstention de 38%, bon, qui finalement n'est pas si catastrophique que cela, au niveau de l'échelle, à l'échelle de l'Union européenne. Mais en 1984, aux élections de 84, c'est 41% d'abstention, 42% en 89, 43% en 94, 51% en 1999, où là bascule la majorité des électeurs, eh bien, ne va pas voter pour le système, parce que quand on vote aux élections européennes, qu'on vote pour qui que ce soit, finalement, on vote pour le système. C'est l'époque de l'euroscepticisme, comme on dit à l'époque, qui inquiète beaucoup les maîtres de Bruxelles, Francfort et Strasbourg. Cinquième rappel, la dislocation de l'URSS et des autres pays socialistes, contrairement aux espérances des oligarques bruxellois, n'entraîne pas une vague d'adhésion spontanée de ces pays au système de l'Union européenne. Ces derniers préfèrent le parapluie américain de l'OTAN et d'ailleurs leur attachement à l'Union européenne n'est que purement intéressé parce qu'il permet d'avoir un parapluie supplémentaire, mais ce qui compte, c'est le parapluie américain. Sixième rappel, aujourd'hui, et c'est tout à fait nouveau et d'une immense portée, les classes dominantes européennes font le constat que ce système ne parvient plus à valoriser correctement leur capital. Deux exemples. D'abord, les 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne se tient un Conseil européen extraordinaire où Jacques Chirac, président de la République, et Lionel Jospin, Premier ministre, représentaient la France. Et on peut lire dans la déclaration finale à propos de l'Union européenne qu'elle doit devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Ça fait 25 ans que cette ligne stratégique a été fixée.
Et donc, un quart de siècle plus tard, il n'est pas difficile de constater qu'aucun de ces objectifs n'a été atteint. Aucun. Ce sont les Chinois, les Américains qui sont en tête, loin devant le vieux continent. Ensuite, deuxième exemple, le 9 septembre 2024, Mario Draghi, qui vient de la banque américaine Goldman Sachs, dont il était le responsable pour l'Europe et qui d'ailleurs avait trafiqué les comptes publics de la Grèce pour différentes opérations, ancien président du Conseil en Italie, ancien président de la Banque centrale européenne, a remis un rapport à la Commission européenne. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce rapport, parce que il est intitulé « L'avenir de la compétitivité européenne, une stratégie de compétitivité pour l'Europe ». Ce rapport montre que face à la concurrence américaine, japonaise, chinoise et dans certains secteurs indienne, l'oligarchie européenne est dépassée. Ainsi, pour Mario Draghi, le système de l'Union européenne connaît une lente agonie et que cette dernière est face à des défis existentiels. Et alors, on pourrait dire, nous disons cela, mais là, c'est Mario Draghi qui le dit lui-même, oligarque parmi les oligarques, ou plus exactement, agent des oligarques. Il faut bien mesurer le poids de ces mots qui résonnent comme un terrible échec pour les partisans de ce système. Le bilan dressé par Mario Draghi est accablant. Je ne vais pas faire défiler des chiffres, mais les écarts, par exemple, entre 2010 et 2013, le PIB a augmenté de 34% aux États-Unis, mais de 21% seulement dans les pays du système de l'Union européenne. Je dis quand même un mot sur le PIB parce que si vous regardez si vous lisez les travaux d'Emmanuel Todd, notamment, il n'y a pas que lui, mais le PIB américain se fait avec beaucoup avec de la finance, parce qu'il y a un poids énorme de la finance. Mais aux États-Unis, on forme de moins en moins d'ingénieurs. Il y a de plus en plus d'avocats et de moins en moins d'ingénieurs. Et on voit que dans la course aux armements, les Américains n'ont pas l'industrie permettant de produire les armes. Et que c'est une des raisons qui pousse aussi à faire passer la fabrication du côté européen, qui elle-même n'est pas non plus en mesure sur le plan industriel de fabriquer des armes. Bien qu'on a parlé là des 800 milliards, d'ailleurs si vous faites un petit calcul, quand Trump demande 5% du PIB pour l'armement, les 800 milliards de l'Union européenne, c'est 5% du PIB. Hein, ça correspond, c'est la même chose. Bon, bref, depuis le début des années 2000, la part du système de l'Union européenne dans le commerce mondial est passée de 16 à 13%, alors que, parallèlement, ce système s'est élargi à 10 nouveaux pays en 2004, plus 10 nouveaux pays en 2004, 2 autres en 2007 et un autre en 2013. Donc une augmentation du nombre de pays membres du système et une baisse de la part dans le commerce international. Alors, ce qui est paradoxal quand même dans cette affaire, c'est que on entend des pleurnicheries permanentes sur la dette publique, mais on en entend moins sur la désindustrialisation et le déficit extérieur, qui sont bien plus graves pour la souveraineté d'un pays et pour son activité économique. Et puis, le revenu disponible par habitant a augmenté 2 fois plus vite aux États-Unis que dans le système de l'Union européenne ces 25 dernières années. Bon, production industrielle, c'est pareil, c'est catastrophique. Investissement industriel, pareil. Productivité, pareil. Autrement dit, le système de l'Union européenne ne permet même plus en moyenne, évidemment, c'est une moyenne, une rentabilité convenable au capitalisme européen. Autrement dit,
cette déliquescence totale qui a provoqué la tentative de survie du système que représentait le traité constitutionnel européen pour les oligarques européens. Il faut bien comprendre le contexte que je viens de rappeler brièvement. L'idée d'un traité constitutionnel européen vient de cet échec déjà à la fin des années 90, qui va s'aggraver pendant la phase de conception du traité constitutionnel européen, la phase de référendum de 2005 et après. Alors, fin 2001, la déclaration du Conseil européen sur l'avenir de l'Union européenne, que l'on appelle la déclaration de Laeken, charmante petite bourgade belge, que personne ne connaît, sauf pour ça, lance un projet constitutionnel. C'est là l'impulsion politique fin 2001. En 2002 et 2003, une convention sur l'avenir de l'Europe rédige le traité établissant une constitution pour l'Europe, que l'on a appelé ensuite le TCE, le traité constitutionnel européen. Une centaine de personnes ont été choisies parmi leurs pairs pour leur européisme viscéral, des gouvernants, des hauts fonctionnaires, des parlementaires européens ou nationaux, etc., sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, et ils ont fait donc le boulot, ils ont produit un texte, le TCE. Lors du référendum en France le 29 mai 2005, les partisans du non ont dénoncé la menace du plombier polonais. Vous vous rappelez certainement tout ce qui a été fait, parce que c'était la menace qui pesait sur l'emploi en France à propos du projet de directive du commissaire européen Fritz Bolkestein sur les travailleurs détachés. La gauche du non dénonce également un traité qui multiplie les échelons décisionnels dans les instances européennes au détriment de la démocratie et surtout qui grave dans le marbre le principe ultralibéral selon lequel le bien-être commun reposerait sur une concurrence libre et non faussée. De leur côté, les partisans du non de droite s'indignent notamment de la volonté des instances européennes de faire entrer la Turquie islamiste d'Erdogan, déjà lui à l'époque, dans l'Union européenne. Alors aujourd'hui, évidemment, on en parle beaucoup moins de cette affaire-là. Et c'est l'articulation de ces deux courants qui va faire basculer la majorité vers le non. Alors, il faut bien comprendre la signification profonde de ce résultat, le résultat du référendum. Il n'exprime pas seulement un désaveu de la politique européenne menée notamment depuis le traité de Maastricht. Il traduit aussi et surtout une rupture abyssale entre les classes populaires et les classes supérieures, moyennes supérieures, et la classe politique. On revoit surgir cette cassure au moment des Gilets jaunes, par exemple. Et donc, quand on regarde les résultats, les ouvriers et les employés ont en effet voté non respectivement à 74% et 62% contre 38% pour les cadres supérieurs et les professions libérales. C'est une cassure totale. C'est un monde qui sépare désormais ces deux catégories sociales. Les 38%, c'est le bloc bourgeois, avec une partie du PS, le macronisme, une partie de la droite. Le reste, c'est un magma. Et c'est ça, la question politique centrale. Comment réunifier les classes populaires autour d'un projet émancipateur? Elles se sont unifiées dans le vote non, pour des raisons différentes, mais si l'on veut que les choses avancent, eh bien, la question se pose aujourd'hui de les réunifier sur la base, sur la dernière base observable de leur unité, le vote non. D'où l'erreur stratégique majeure des forces de gauche en particulier,
qui ont lâché le non en cours de route. Parce que c'est là qu'il faut creuser pour la réunification des classes populaires, qui est la condition de la victoire, pour des raisons quantitatives et qualitatives. Pour le philosophe Marcel Gauchet, par exemple, 2005 restera sans doute la base du basculement. Ça fait 25 ans qu'on a basculé et nous avons régulièrement de nouvelles preuves que ce basculement continue à faire ses effets. Les gilets jaunes, etc., etc. Et donc, à partir de là, la cassure entre la base et le sommet devient le cœur de la vie publique. Cette cassure va s'aggraver, et elle va s'aggraver continuellement. Aujourd'hui, ça a été le refus de reconnaître le résultat des élections législatives, le refus de la démission avec le mot m'échappe, cette dissolution, voilà, de l'Assemblée nationale. Alors, la cassure, à l'époque, elle commence tout de suite après le résultat du référendum, parce que quand le président de la République, Jacques Chirac, gravement désavoué par le résultat, puisque c'est lui qui provoque le référendum et qui l'appelle à voter oui, il est battu, et bien, il refuse de démissionner. Il aurait dû suivre l'exemple gaulliste. De Gaulle, sans aucun doute, aurait démissionné si on suit ce qu'il avait fait auparavant. Il refuse également, Chirac, la dissolution de l'Assemblée nationale dès cette époque, comme d'ailleurs les forces qui avaient appelé à voter non. Aucune ne va demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Ils n'en font pas un axe politique majeur, alors que 90% des députés étaient pour le oui. L'Assemblée nationale était devenue illégitime. Les élus avaient été désavoués par leurs électeurs. Comment les gens qui ont voté non peuvent-ils accepter une telle situation à l'époque? Et donc, à la suite du résultat négatif de 2 référendums, le français en mai et le néerlandais en juin, aux Pays-Bas, donc, le Conseil européen décide de s'accorder une période de 2 ans, période de réflexion de 2 ans. Les classes dominantes se ressoudent, se concertent pour repartir à l'assaut et définir une stratégie. Et donc, ils vont par différentes péripéties, aboutir à un nouveau traité signé à Lisbonne en décembre 2007, ratifié par les États membres. Donc, le traité de Lisbonne naît de cette manière-là pour remplacer le traité constitutionnel européen, avec un nouveau nom, mais avec exactement le même contenu. Et à cette occasion, je vous invite d'ailleurs à lire l'article de Giscard d'Estaing, ancien président de la République française et ancien de la président de la Convention, et qui va expliquer que le traité constitutionnel, dans un article d'octobre 2007, dans Le Monde, il estime il écrit que l'intégralité des propositions du premier traité institutionnel, rejetées par les citoyens français, se retrouvent dans le texte de Lisbonne, mais, comme il dit, dans un ordre différent. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont rebidouillé tout ça et ils ont éclaté les articles du TCE dans 2 traités, le traité de Rome et le traité de Maastricht, ce qui fait que ça devient illisible. Si vous voulez lire le traité de Lisbonne, vous ne pouvez pas parce que c'est un empilement d'amendements à 2 traités, c'est imbuvable, c'est fait pour. C'est fait pour. Et on voit à quel point ils ont été retors. Donc je termine. Il ajoute d'ailleurs un mot amusant, Giscard, il dit « la boîte a été redécorée ».
Voilà, la boîte, c'est le traité. Ça, voilà, on a redécoré un peu les choses. Alors, donc, je termine au total. L'euro et le système de l'Union européenne, structurellement, ça ne marche pas pour les peuples et ça ne pourra jamais marcher. Sur ce plan, aucune surprise à avoir, puisque tel était le but réel de ce système. Il demeure ce but. Mais ce qui est nouveau, c'est que désormais, ça ne marche pas non plus pour les classes dominantes. Donc, inutile de perdre son temps avec l'illusion de vouloir transformer ce système de l'intérieur. Le moment est donc particulièrement opportun pour faire monter dans la société l'exigence d'un référendum sur la présence de la France dans ce système.